Bonjour tout le monde. Cette semaine, dans l'activité d'apprentissage numéro 5, on va faire une analyse des décalages informatifs par syntagme ou par mots lexicaux. Dans le fond, c'est des mots lexicaux. Pour juste vous donner les principes de base, c'est pas très compliqué, mais c'est très instructif pour l'apprentissage de la traduction. Ça, je peux vous le garantir. C'est très intéressant. C'est une technique intéressante pour apprendre, dans le fond, des textes bilingues qui sont déjà traduits, puis voir un petit peu c'est quoi les écueils, les difficultés, puis comment les traducteurs ont surmonté ces difficultés-là. Donc, les concepts à maîtriser pour le français et l'anglais, donc c'est à la fois comme langue maternelle et comme langue seconde, ce qui est plus difficile parfois avec l'anglais. C'est la différence entre les mots formes, les occurrences ou les tokens, et les lemmes et les unités lexicales, terminologiques ou de traduction. Par exemple, nous, on s'intéresse aux mots formes essentiellement, qui sont, euh, qui sont dénués de sens sur le plan technique. Donc, c'est toutes les chaînes de caractères qui se trouvent entre deux espaces. C'est des notions qu'on a vues dans le cours de méthodologie, mais je vais les rappeler brièvement. Puis si jamais il y en a qui veulent approfondir ces dimensions, ces aspects-là, ben, ils peuvent se reporter au cours de méthodologie. Donc, si on a par exemple l'unité terminologique bouchon de réservoir d'essence, on a une unité terminologique et d'une certaine façon aussi, on a une unité de traduction. Mais par contre, du point de vue du volume informatif, on a trois lemmes ou trois mots lexicaux, donc on a trois unités d'information brute, si vous voulez. Alors, c'est un peu différent comme lecture des textes, mais c'est assez simple parce que ça se limite, dans le fond, aux chaînes de caractères qui sont séparées par des espaces. Ça veut dire aussi que, on va le voir un peu plus loin, quand il y a des traits d'union, ben, on considère que c'est des marqueurs de fusion ou de composition des mots formes. Donc, tout ce qui est réuni par un trait d'union de façon arbitraire est considéré comme un mot lexical. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est la différence entre les mots lexicaux, qui sont les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes, donc quatre catégories, et les mots grammaticaux, qui sont les articles, les prépositions, les conjonctions, les déterminants, les quantificateurs, tous les, chaque, etc., les interjections, les pronoms, ainsi aussi, dans certains cas, que les locutions prépositionnelles, les locutions conjonctives, par exemple, bien que, ben, c'est une locution conjonctive, donc ça ne doit pas être analysé comme un mot lexical. Les auxiliaires aussi et les verbes modaux sont aussi, de ce point de vue-là, des mots grammaticaux qui font partie, donc, lorsqu'ils font partie d'un verbe composé ou complexe. Bon, ça, c'est la différence qu'il faut faire, qu'il faut établir dans toutes les mots-formes d'un texte source et de sa traduction. Alors, c'est sûr que ça demande un peu d'habileté d'analyse grammaticale, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même que vous maîtrisez déjà avec le cours de méthodologie, puis aussi ben, avec vos connaissances de la grammaire française et de la grammaire anglaise. Donc, si jamais il y a un mot forme pour lequel vous ne connaissez pas la catégorie grammaticale, c'est tout à fait possible, c'est pas tout le temps évident. Des fois, on peut hésiter. Ben, il ne faut pas, par contre, hésiter à aller vérifier dans un bon dictionnaire unilingue et à trouver, dans le fond, la bonne catégorie grammaticale en fonction de l'exemple qui est décrit dans le dictionnaire. Par exemple, tout ne s'analyse pas toujours de la même façon. Il peut être soit à tour de soit adjectif, pardon, la petite coquille, adjectif, adverbe, nom ou pronom selon le cas. Donc, quand vous avez affaire à un mot forme comme tout, ben, c'est important de vous reporter à une analyse grammaticale adéquate pour déterminer si le mot forme est une occurrence d'un mot lexical ou d'un mot grammatical. Parce que dans le fond, l'analyse des décalages informatifs, ça va consister à calculer le nombre de mots lexicaux, tout simplement. Comme je l'ai dit précédemment, on doit accepter les traits d'union comme des marqueurs de fusion, de composition des mots formes. Et on doit aussi donc être capable, donc dernier concept à maîtriser, c'est l'analyse grammaticale de base des phrases
en proposition principale, subordonnée, sujet, prédicat, complément circonstanciel, phrase complexe et phrase simple. Ici, ce qui est important, c'est qu'on ne vous demandera pas, l'analyse qu'on va faire n'exigera pas que vous caractérisiez, oui, les différents éléments qui composent la phrase en disant ça c'est la proposition principale, ça c'est la subordonnée. Par contre, on va vous demander parfois, comme je vais vous le montrer avec l'exemple qu'on va faire, qu'il faut décomposer une phrase complexe en éléments plus petits parce que ça simplifie en somme l'analyse qu'on va faire des décalages informatifs. Donc, une fois ces concepts-là établis et acquis, on peut passer dans le fond à la méthode elle-même. Donc, quelles sont les consignes, la marche à suivre? Quelle est la marche à suivre dans le fond pour procéder à une analyse des décalages informatifs et une analyse du volume informatif des phrases? Donc, selon la longueur de la phrase à analyser, donc ça varie vraiment d'une phrase à l'autre, le point de départ d'analyse peut être soit la phrase entière, lorsque les phrases sont courtes, ou justement les propositions à l'intérieur des phrases lorsque les phrases sont plus longues. Il n'est pas nécessaire de distinguer, de préciser quelle nature ont ces éléments. Par contre, ce qui est important, puis ça va avec la nature de ces éléments-là, c'est d'être capable d'aligner dans la phrase traduite, dans la traduction, les éléments qui correspondent à ces éléments de la phrase dans le texte source. Donc, il faut qu'il y ait une correspondance, la même délimitation en anglais et en français. Donc, pour ça, il faut être capable de reconnaître une proposition en français, puis une proposition en anglais, puis de voir que les deux contiennent la même information. Alors ça, c'est le point de départ. Donc le découpage des propositions à l'intérieur d'une phrase, on peut utiliser différents moyens, il n'y a pas de règle absolue. L'important est d'avoir des unités qui se correspondent en anglais et en français. Donc, de ce point de vue-là, c'est souple, mais il faut le faire quand la phrase est complète. Donc, il faut être capable de faire ce type d'analyse-là. Donc, la méthode de base, en quoi ça consiste? Ça consiste à relever tout simplement le nombre de mots lexicaux, donc le nombre de noms, de verbes, d'adjectifs ou d'adverbes dans le texte source, puis de faire la même chose dans le texte cible, en les alignant symboliquement ou physiquement dans le cas des phrases complètes. Donc, lorsqu'un mot lexical, cet alignement-là peut se faire aussi symboliquement. Donc, souvent, la simple analyse nous permet de trouver un peu des décalages, mais si jamais on n'arrive pas à repérer l'endroit ou la variation, parce que dans le fond, en comptant le nombre de mots lexicaux, ben, s'il y a plus de mots lexicaux dans la traduction que dans le texte source, il y a un décalage positif. Puis s'il y en a moins, il y a un décalage négatif. Donc, s'il y a un décalage, ça veut dire que en alignant les différents éléments à l'intérieur de l'unité analysée, donc la proposition ou la phrase, bien, on va aller découvrir qu'est-ce qui est différent, quel est l'élément d'information, quelle est l'information qui est soit présente dans la traduction et absente dans le texte source, ou l'inverse, qui est présente dans le texte source, mais absente dans la traduction. Donc, pour ce faire, quand on fait l'alignement symbolique ou on le fait concrètement, bien, on peut utiliser aussi le symbole vide. Donc, le symbole vide, ce que ça veut dire, c'est tout simplement qu'un élément d'information, donc un mot forme lexicale, un mot lexical de la langue source ou de la langue cible, est aligné ou ne correspond à aucun élément d'information ou aucun mot lexical dans l'autre langue. Par contre, il peut correspondre à un mot grammatical. Mais même s'il correspond à un mot grammatical, on va considérer que c'est un symbole vide parce qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'information stable qui est associée à ce mot lexical-là dans la langue. Évidemment, les alignements, il peut y avoir plus d'un élément qui est associé à un élément de l'autre langue et vice-versa aussi. C'est ce qui arrive d'ailleurs dans le cas des expressions, des locutions ou des termes non compositionnels.
Les termes non compositionnels ou les locutions non compositionnelles, c'est l'exemple des expressions idiomatiques, par exemple, ou métaphoriques ou figuratives, et aussi l'exemple de la locution conjonctive, bien que je ne me souviens pas à quoi exactement elle correspond en anglais, mais c'est souvent un mot simple qui traduit la locution, bien que. Dans ces cas-là, quand on a affaire à un élément comme celui-là, ben, de toute façon, on n'analyse pas la composition exacte. On fait juste relever, dans le fond, le nombre de mots lexicaux, même si il s'agit d'une expression ou d'une locution figurative. Le principe à respecter dans tous les cas, y compris dans les locutions, c'est que chaque mot lexical, dans le fond, de chaque langue, doit être aligné à au moins un élément de l'autre langue, au moins un mot lexical de l'autre langue, ou à un élément vide de l'autre langue. Évidemment, comme je l'ai déjà mentionné, puisqu'on distingue les mots lexicaux des mots grammaticaux, on ne compte pas dans ce cas-ci les auxiliaires, donc les verbes être et avoir en général en français, les modaux en anglais comme shall, would, should, could en anglais, qui sont accompagnés de toute façon d'un verbe plein, donc qui forment un verbe composé, si vous voulez, sauf s'ils font partie d'expressions figées comme il y a, there is, c'est, this is. Ben dans ces cas-là, on le considère que c'est un mot lexical, c'est comme une locution avec un emploi du verbe qui est lexicalisé, qui a un sens stable. Dans le cas où les verbes être et avoir en anglais et en français sont associés à un attribut ou à un adjectif, à ce moment-là, on peut les considérer comme des mots lexicaux également. On compte les nombres aussi, je ne l'ai pas mentionné, comme les chiffres, les nombres, ça compte comme des unités, des mots lexicaux, mais on ne compte pas les pronoms. Donc, le texte à analyser comme exercice, il est décrit dans le portail de cours. Donc, c'est un article, dans le fond, de Stéphane Manel, paru dans un magazine publié à Paris. Et puis, je l'ai relevé pendant mon séjour là-bas, puis je trouvais que c'était intéressant. C'est un texte bilingue qui est semi-spécialisé dans le domaine des finances, qui présente, dans le fond, une adaptation du français à l'anglais dont la qualité est moyenne, des fois médiocre même, on peut dire. Le choix, des fois, des traductions n'est pas très heureux. Mais malgré ça, je pense que, ben, d'abord, c'est un texte intéressant pour l'analyse des décalages parce que c'est une adaptation, donc on voit l'information. Donc, avec l'analyse que vous allez faire, vous allez pouvoir voir l'information, dans le fond, qu'on a choisi d'éliminer en anglais par rapport à l'information qui est communiquée en français. Donc, ça, c'est intéressant pour ce type d'analyse-là. Alors, malgré, si vous voulez, les lacunes sur le plan de la qualité de la traduction. Puis, donc, beaucoup d'emprunts, entre autres. C'est une caractéristique de ce texte-là qui est assez forte, qui est assez marquée. Alors, si on prend la première phrase, donc c'est une phrase longue. Alors, comme c'est une phrase longue, bon, donc c'est à l'origine du projet de bourse pan-européenne d'Euronext, dont la Bourse de Paris fut l'un des membres fondateurs en 2000, une idée simple, mettre en commun entre plusieurs places une plateforme technologique unique pour assurer aux entreprises cotées l'accès à davantage d'investisseurs. Donc, on voit que ça, c'est la première phrase, c'est quand même très long. Puis, la phrase correspondante en anglais, elle est à l'écran, vous la voyez. Donc, moi, ce que j'ai fait pour les besoins de l'exercice, j'ai séparé ça en 5 propositions. On aurait pu en mettre 4, mais il me semble que logiquement, c'était la façon la plus logique de découper la phrase en français. Quand on fait le découpage, d'ailleurs, un fait important à signaler, vous faites toujours le découpage en fonction de la structure ou de la construction du texte source. C'est lui qui va déterminer l'analyse de la traduction et non pas l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez 2 phrases en anglais puis une phrase en français, vous ne formez pas 2 phrases en français pour analyser votre traduction, mais il faut vraiment
repartir de la phrase en français, quitte à la segmenter en différentes propositions. Puis de toute façon, en segmentant en différentes propositions, vous allez avoir l'information des deux phrases en anglais qui vont se retrouver dans les différentes propositions. Donc ici, la première phrase, on a 5 propositions. Alors, à l'origine du projet de bourse pan-européenne d'Euronext, dont la Bourse de Paris fut un des membres fondateurs en 2000. On voit ici que, oups, il n'y a pas d'information qui correspond à ça. Ça a comme été coupé. Donc, on voit qu'il n'y a pas de traduction ici pour cette proposition-là. Une idée simple, with a simple idea, mettre en commun, combine, pour assurer, to give listed. Donc, l'analyse détaillée par proposition, à quoi ça va ressembler. Bon, d'abord, on fait l'analyse en 2 temps. Dans le fond, on relève les volumes informatifs de chaque proposition. Donc ici, on a un tableau. Vous avez un tableau volume informatif, proposition source. VI, c'est pour le volume informatif global de la proposition. Proposition cible, donc on peut reprendre, recopier dans le fond dans les cellules appropriées. Et vous avez le volume informatif de la traduction. Puis la dernière colonne, c'est le décalage. Donc ici, si j'analyse la proposition source, donc je relève les mots lexicaux. Donc on a origine, qui est un nom, projet, qui est un nom, bourse, qui est un nom, pan-européenne, qui est un adjectif, puis Euronext, qui est un nom propre. Donc, qui est quand même un nom, donc un mot lexical. Donc, si je les compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 mots lexicaux. La même chose, on peut faire le même exercice en anglais. Donc, on a Euronext, donc le nom, Pan-European, l'adjectif. On voit ici que le trait d'union est présent, donc ça veut dire qu'on doit considérer Pan-European comme un seul mot forme parce qu'il est uni par le trait d'union. Même si l'emploi du trait d'union est arbitraire entre le français et l'anglais, on doit en tenir compte dans notre analyse parce que celle-ci se fonde sur les mots formes, donc les occurrences. Alors, on doit considérer que la chaîne de caractères, à ce moment-là, englobe le trait d'union ou intègre le trait d'union, si vous voulez. Stock, un nom. Exchange, un nom. Project, un nom. Began. The Euronext Pan Euro Stock Exchange Project began. Désolé, j'étais un peu rouillé en mon anglais. Donc, on a ici 6 mots lexicaux. Donc, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a, dans le fond, un décalage ici plus 1. Donc, ça veut dire qu'on a une information supplémentaire dans la traduction qui n'est pas dans le texte source. Ah bon. Donc là, on n'en sait pas plus, mais pour aller savoir d'où vient cette différence, ce décalage dans la proposition, dans la première proposition, on va faire une analyse des décalages internes de la proposition 1. Là, on va faire l'alignement symbolique, comme j'ai dit. Donc, on va prendre origine. Donc, origine pourrait s'aligner avec began, projet avec projet, bourse avec stock. Ah, tiens, ici, j'ai stock exchange. Donc là, je vois que bourse, dans le fond, ça va avec deux mots lexicaux. Puis pour confirmer cette analyse-là, par contre, je ne m'arrête pas à cette étape-ci, je dois aussi relever ou vérifier que les autres mots lexicaux, eux aussi, ils ont des éléments correspondants dans la traduction. Donc, je vois que Pan-European correspond à Pan-Européenne, puis Euronext correspond à Euronext. Donc là, j'ai fait la somme de tous les alignements possibles dans la phrase, puis je me rends compte que dans les unités signifiantes, donc quand je fais mon analyse des décalages internes, je vois que bourse, qui est une unité d'information, correspond à stock exchange. Donc, la nature, et là, ce qui est intéressant, je pense, c'est d'essayer de trouver quelle est l'origine ou pourquoi, dans le fond, il y a ce décalage-là. Parfois, c'est pour des raisons banales, mais des fois, c'est des raisons quand même intéressantes à approfondir ou à essayer de comprendre, pour mieux comprendre justement la raison pour laquelle on a fait cette traduction de cette façon-là. Donc, il y a toujours une raison qui justifie ou qui explique le décalage interne. Donc,
Là ici, j'ai donné la raison que c'est la lexicalisation. Dans le fond, ça correspond, et ça, la lexicalisation que je mentionne ici, ça correspond à, dans Delille, la notion d'économie et d'étoffement, mais qui se situe en langue. Donc ici, on comprend bien que le fait qu'on ait utilisé Stock Exchange, c'est simplement que c'est la façon normale en anglais de désigner la bourse. Et pour cela, ça nécessite deux mots lexicaux qui sont arbitraires, mais qui sont idiomatiques, si vous voulez, donc, et qui sont lexicalisés. Donc, si on regarde dans un dictionnaire spécialisé de l'anglais en économie-finance, on va voir que Stock Exchange, ça forme une unité lexicale, une unité terminologique. Donc ici, la raison, si on veut, c'est la lexicalisation de Stock Exchange qui correspond au sens de bourse en français. Alors, ça, c'est intéressant. Le ratio, donc le ratio, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de mots lexicaux dans le texte source par rapport au nombre de mots lexicaux dans le texte cible, donc par rapport aux moyens lexicaux qu'on a utilisés pour rendre cette information-là. Donc, la bourse, dans le fond, on a utilisé un mot lexical, puis en anglais, on a utilisé deux mots lexicaux. Donc, le ratio est donc de 1 pour 2, ce qui donne comme résultat plus 1. Et le niveau. Donc, le niveau, ben ça, je viens d'en parler. Donc, on parle ici de la condensation ou de l'expansion. Je ne me souviens pas, dans Delille, là, il y a un terme pour les. Dans le fond, l'économie et l'étoffement dans Delille, il y a trois niveaux, deux niveaux plus ou moins de la langue, puis deux niveaux plus ou moins du discours. En fait, il y a un niveau de la langue, puis deux niveaux du discours. Donc, je pense que c'est condensation, implicitation, puis en fait, je me souviens pas exactement des termes, mais je vous invite à vous y reporter. Donc, ce qui explique ici que le décalage provient du niveau de la langue et non pas du discours. Ça, la langue ou le discours, c'est important parce que ça marque bien la raison pour laquelle on va utiliser, on va avoir un décalage. Si le décalage est de l'ordre de la langue, ça veut dire que le traducteur ou la traductrice n'avait pas le choix, c'est une contrainte. Okay? Donc, le traducteur ou la traductrice doit traduire de cette façon-là, grosso modo, et ça découle d'une contrainte des langues anglaises et françaises. Alors, c'est de l'ordre du donné, donc c'est donné, et on n'a pas beaucoup d'action, de contrôle sur cet aspect-là, contrairement justement au décalage qui se situe plutôt dans l'ordre au niveau du discours, où là, les traducteurs ont une certaine liberté, ont une marge de manœuvre sur laquelle ils peuvent intervenir. Et c'est là que vous allez apprendre en constatant ces décalages dans le discours. Ça va vous donner des outils pour décider, faire des décisions quant au texte que vous allez traduire. Donc, c'est important de bien caractériser le niveau de la langue ou du discours dans lequel se situe le décalage. Alors, donc, on a terminé. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On a fait la première proposition, on a fait le volume informatif global, puis on a analysé les décalages internes et on s'est rendu compte que s'il y avait une différence du volume informatif en anglais, qui était de plus 1, c'est parce qu'on a, dans le fond, une lexicalisation en anglais de Stock Exchange pour désigner la bourse. Donc, sur le plan de l'information, très c'est très explicatif. On sait maintenant quelles sont les différences entre l'anglais et le français, la principale différence. Si on regarde la proposition 2, donc, dont la Bourse de Paris fut l'un des membres fondateurs en 2000, on voit que c'est associé à aucun élément. Donc, on compte ici aussi le volume informatif. Donc, on a bourse, on a Paris, on a fut, qui est le verbe être en tant qu'utilisé comme attribut, membre fondateur, puis 2000. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots lexicaux. Donc, on a un volume d'information de 6.
Comme en anglais, on n'a aucune correspondance, on n'a rien, on n'a pas d'information qui correspond à cette information-là. On a donc un volume d'information égal à 0. Ça veut dire qu'on a un décalage ici de moins 6 dans cette proposition-là. Donc, si on analyse les décalages internes, ben, on peut le prendre comme une grosse omission, dans le fond. Mais, et cette omission-là, ça s'explique pourquoi? Ben, c'est intéressant parce que là, si on cherche à expliquer, ben là, on voit bien que dans le fond, le texte traduit, c'est une adaptation du texte français et non pas une traduction. Donc, déjà, ça nous révèle un peu plus la nature de la traduction dans ce type de texte-là qui est perçu ou qui est utilisé finalement plus comme une adaptation que comme une traduction en bonne et due forme, si vous voulez. Donc, on a une omission importante. Le ratio, donc, c'est de 6 contre 0, ce qui donne un résultat de moins 6. Le niveau dans lequel on situe cette omission-là, on pourrait, là je l'ai mise en langue, mais ça pourrait être aussi en discours, puisqu'on a fait le choix d'adapter, donc d'éliminer certaines informations. Donc, l'aspect discursif ici pourrait être légitime, mais l'aspect linguistique aussi, il l'est d'une certaine façon, puisque quand même, on doit dire que l'information qui est en français n'est quand même pas rendue non plus dans le texte anglais. Alors, ici, je pense que la distinction entre langue ou discours est peut-être plus difficile à rendre opératoire ou à déterminer de façon plus opératoire, mais je pense que les deux points de vue se valent, mais ce qui est important, c'est de comprendre que si on a fait cette omission-là, c'est pour des raisons discursives, parce qu'on a choisi le style de traduction qui est l'adaptation. Dans le fond, ça serait plus, dans le fond, de l'ordre du discours que de l'ordre de la langue ici, ce décalage-là. Je corrige ma mention de langue. J'ai hésité, puis là, en vous l'expliquant, je me rends compte que c'est plutôt de l'ordre du décalage, finalement. Donc, si on prend maintenant la proposition 3, donc une idée simple, with a simple idea, donc on fait le volume informatif, on se rend compte qu'il y en a deux en français, deux en anglais, donc le décalage est de 0. Donc, en théorie, si le décalage est de 0, on a des bonnes chances qu'il n'y ait pas de décalage interne. Ici, il faut faire attention, une petite parenthèse, même si on a un décalage global de 0, il peut y avoir des décalages internes quand même, mais qui sont antinomiques, c'est-à-dire qui vont dans des directions différentes. Donc, dans un cas, on ajoute une information, puis dans l'autre cas, on en enlève une autre. Donc, si on fait le total, bien, le total donne 0, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décalage à l'intérieur de la proposition. Dans ce cas-ci, ça correspond, puisque le segment est quand même assez petit, on voit bien que toutes les informations du texte source se retrouvent dans le texte cible. Alors, donc, ici, c'est une correspondance courante, on pourrait dire. Il n'y a pas de décalage. Là. Dans le fond, il n'y avait pas lieu de remplir les décalages internes parce qu'il n'y en a pas de décalage, justement. C'est des correspondances courantes. Alors, je retire un peu cette information-là puisque ça ne va pas être rempli comme tel. On peut mentionner par contre comme commentaire que c'est une correspondance courante entre les différents mots, les différentes informations qu'il y a dans la proposition 3. Donc, on continue notre analyse. On voit qu'on arrive à la proposition 4. Donc, ici, on fait le calcul des volumes informatifs. Donc, proposition source, proposition cible. Donc, ici, on reprend, donc on recopie la proposition source, on recopie la proposition cible, puis là, on calcule le volume d'information. On voit qu'il y en a 7 de part et d'autre. Et justement, l'exemple dont je parlais plus tôt, on a un décalage global de 0, mais si on fait l'alignement interne, c'est pour ça que c'est important de faire l'alignement interne, au moins symboliquement, on voit que mettre en commun est aligné à combine, tandis que place au pluriel est associé à financial centers.
Et là, c'est intéressant. Donc là, on va faire l'analyse des décalages internes. Donc on voit que ce sont exactement ça. Ce sont des décalages antinomiques. Donc un qui est négatif, puis un autre qui est positif. Ce qui fait que ça donne un décalage total de 0. Donc les unités signifiantes, ben, on peut juste ici mettre les mots lexicaux eux-mêmes. On n'est pas obligé de répéter les mots grammaticaux. Donc ici, mettre commun, puis combine. Donc on voit que ici encore, c'est un peu le même principe que précédemment, c'est-à-dire c'est une lexicalisation d'une locution. En fait, mettre en commun, c'est une locution en français qui a un sens, qui est lexicalisée, et c'est de cette façon-là que la langue française s'exprime. Donc, c'est relativement contraignant. On n'a pas, en français, on n'a pas le choix vraiment de traduire ça avec deux mots. Donc en anglais, si on traduit ça en anglais, ben, on peut traduire juste le sens, puis c'est la façon habituelle ou normale dont l'anglais s'exprime pour désigner cette information-là, pour communiquer cette information-là. Donc le ratio ici est de 2:1 et donc le résultat est -1. On se situe donc au niveau de la langue ici. L'autre décalage est intéressant justement dans le contexte de la traduction économique et financière, puisque là, ici, on a place et j'ai mis boursière entre parenthèses parce que dans le fond, c'est le terme complexe qu'on utilise, qui est utilisé normalement. Mais dans le contexte d'un texte comme celui qu'on a, on a tout simplement fait ce qu'on appelle une ellipse terminologique, c'est-à-dire qu'à un mot complexe, on a réduit ce mot-là à une seule unité. Parce que pourquoi qu'on a fait ça? Ben là, c'est des raisons justement discursives, parce que le contexte, selon les auteurs, fait clairement ressortir le fait qu'on parle d'une bourse. Donc, les places, ce sont nécessairement des places boursières et non pas des places de stationnement, par exemple, qui n'auraient pas de logique, pas de cohérence à l'interpréter de cette façon-là. Donc, en français, on a décidé de couper court et on a utilisé à ce moment-là une ellipse terminologique pour place. Et donc, le ratio, dans ce cas-là, c'est 1 et 2. Donc, le résultat est de +1. Et le niveau où se situe ce décalage-là, c'est un niveau discursif. Pourquoi c'est un niveau discursif? Parce que c'est une ellipse terminologique. On pourrait techniquement utiliser l'expression au long, mais si on a décidé de la raccourcir, c'est pour des raisons contextuelles, parce qu'on a estimé que le sens était déjà, exprimé, si vous voulez, avec le contexte, puisqu'on parlait d'Euronext, donc une bourse. Alors, on a conclu qu'il n'y avait pas lieu de mentionner l'adjectif ici. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, on a un portrait avec cette information-là. Donc, on a un portrait des deux décalages antinomiques qui vont donner une phrase qui n'a pas, pas de décalage, qui ont la même information lexicale. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse juste pour mentionner que le principe de l'équivalence de l'information, c'est un principe important en traduction, c'est-à-dire que c'est l'isomorphisme des traductions. Okay? Ça veut dire qu'en règle générale, une traduction doit souvent avoir le même nombre d'informations, le même volume informatif que la traduction source qu'elle traduit. C'est un principe de base et qui a été constaté par l'expérience et aussi de façon empirique dans des études que j'ai menées. Mais bon, je n'irai pas dans le détail, mais juste pour vous dire que c'est un principe qui est important en traduction, donc d'avoir le même nombre d'informations dans la traduction qu'il y a dans le texte source. D'où l'intérêt justement de la méthode d'analyse des décalages informatifs qui permet de comprendre comment s'organise l'information dans le texte source, puis comment elle s'organise ou pas, ou comment elle s'ajoute l'information ou pas dans la traduction. En gardant à l'esprit que de façon générale, la traduction devrait avoir le même nombre d'informations que le texte source. C'est certain qu'il y a des exceptions. Ça ne veut pas dire que c'est un principe absolu, mais c'est un principe général. Donc, en général, c'est comme ça que ça se passe, mais il y a évidemment des exceptions. Et d'ailleurs, les exceptions,
c'est des exceptions qui sont dues à des décalages discursifs, donc des choix discursifs selon lesquels on a estimé que l'information qui devrait normalement figurer là, elle est, redondante parce qu'elle est elle est déjà donnée dans le contexte. C'est un peu l'explication, une nouvelle explication que je trouve intéressante au concept de surtraduction et de sous-traduction dans Delille. Vous irez voir un peu comment c'est défini dans Delille, puis ça correspond tout à fait à la notion de redondance et d'ellipse dans les langues, c'est-à-dire qu'il y a des langues où certaines informations doivent être exprimées ou communiquées de façon redondante, et cette redondance-là dans une autre langue est inacceptable, ce qui fait qu'on va éliminer la redondance, et inversement, des façons de s'exprimer plus elliptiques dans une langue vont être moins acceptables dans l'autre langue, ce qui fait qu'on va avoir tendance à étoffer cette, cette information-là elliptique. Bref, je ferme la parenthèse, donc on continue notre analyse. Donc on voit ici qu'on a fait donc la proposition 4, on a vu les deux décalages antinomiques. Alors, donc ça révèle beaucoup sur la traduction, sur les contraintes et les libertés dont les libertés dont bénéficient dans le fond les traducteurs. Enfin, on termine donc avec la proposition 5. Alors, la proposition source, c'est pour assurer aux entreprises cotées l'accès à davantage d'investisseurs, to give listed companies greater access to investors. Donc là, si on fait l'alignement symbolique, on voit ici que les éléments, donc assurer est aligné à give, listed. Bon, listed, en faisant l'alignement ici, c'est intéressant parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, oups, ça correspond à l'adjectif coté. Donc, les entreprises cotées, c'est une bonne façon ici d'exprimer qu'est-ce qu'on entend souvent et qui est un calque, vous avez peut-être deviné, c'est les entreprises publiques. Hein? On entend souvent ça au Québec, au Canada. Est-ce que l'entreprise est publique ou privée? Ben, c'est une façon de dire que c'est une entreprise qui est cotée à la bourse ou non. Donc, si elle est cotée à la bourse, ça veut dire que le public peut se procurer des titres de propriété de cette entreprise-là dans une place boursière. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on a listed qui correspond à coté, companies, entreprises, évidemment, greater, davantage, access, accès, investors, investisseurs. Donc, ici, point de vue des correspondances, il n'y a rien à signaler. Il n'y a pas de décalage. On peut mentionner, par contre, une modulation qui est intéressante quand on passe du concret, donc davantage d'investissement à l'abstrait pour greater access to. Donc, ici, il y a une modulation qu'on peut voir en analysant justement les différents alignements, puis les correspondances qui sont mises en cause dans cette traduction-là. La variété cotée, la variété linguistique, j'ai parlé d'une forme fautive avec public, une entreprise publique, mais on peut aussi dire, et on fait aussi au Québec beaucoup, une entreprise ouverte, une société ouverte en général. D'ailleurs, entreprise n'est peut-être pas très heureux parce que ça serait plus une société. Parce qu'à partir du moment où une société, comme on va le voir plus loin dans le cours, elle est cotée, ça veut dire qu'elle a une personnalité morale, et entreprise, c'est un terme qui est associé à des activités commerciales qui n'appartiennent pas à une personne morale. Donc, peut-être le choix ici d'entreprise est moins heureux, si vous voulez. Mais bon, donc on a ouverte en français du Québec, donc on pourrait dire des sociétés ouvertes, ça veut dire exactement la même chose qu'une société cotée à la bourse ou une entreprise cotée, même si entreprise cotée n'est pas très heureux. Donc, la qualité ici de la rédaction en français peut-être laisse à désirer. On peut critiquer ce choix terminologique-là. Donc, si on fait une synthèse de la phrase, donc c'est le fun parce que là, avec l'analyse des décalages, ça nous permet de faire une synthèse. Donc, on a un décalage lexical positif, plus 2. Bon, on a une grosse omission. Dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre, dans le fond, toutes les valeurs des décalages. Donc, on a plus 2, deux décalages positifs
donc une est une locution, l'autre est une expansion. On a une grave, donc plus 2. On a une grave omission, une grosse omission de moins 6. On a deux décalages négatifs de moins 1. Donc, si on fait le total, donc on a plus 1 et moins 8. Là, je ne sais pas comment j'ai fait mon calcul, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on arrive à moins 7. Ah oui, c'est ça. Donc, plus 2 et moins 7. Enfin, je ne sais pas. Il faudrait que je le revoie, mais quoi qu'il en soit, on arrive, si on fait le total, vous le ferez, on arrive à 26 mots lexicaux et 21 mots lexicaux pour la phrase. Donc, vous voyez que le fait de procéder par des unités plus petites font en sorte qu'on est capable de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe pour l'ensemble de la phrase, alors que si on prend l'ensemble de la phrase au départ, ça devient extrêmement complexe à analyser, puis les alignements symboliques qu'on doit faire, ben, ils deviennent complexes et ça devient difficile à traiter sur le plan cognitif. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand la phrase est vraiment longue, de décomposer la phrase en propositions, parce que ça nous permet d'être précis dans notre analyse des décalages et à découvrir plus facilement à quoi sont attribuables les décalages d'informations dans la traduction par rapport à l'information qui se trouve dans le texte source. Voilà, je pense que ça explique bien la méthode. J'espère que c'est clair. C'est pas simple, mais je pense que c'est une méthode que vous avez avantage à acquérir et à maîtriser pour apprendre justement des traductions que vous allez consulter dans votre travail, ne serait-ce aussi que pour apprendre à utiliser, par exemple, la traduction automatique. Donc, je m'arrête là. Je vais vous envoyer l'activité d'apprentissage numéro 5. L'activité d'apprentissage numéro 5 contient plusieurs traductions. C'est des exercices peut-être plus facultatifs cette semaine. Vous avez aussi le TP à préparer, mais j'aimerais ça que pour l'activité d'apprentissage numéro 5, si vous avez à choisir, ben, j'aimerais ça que vous les fassiez tous, les exercices. C'est essentiellement des exercices de traduction. Mais si vous avez à choisir, je vous recommande de faire l'analyse des deux phrases que je vous demande de faire dans le même texte que je viens d'analyser. Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'oubliez pas, ben, il y a le forum de discussion, puis aussi, mardi soir prochain, on peut échanger là-dessus sur cette méthode-là et sur d'autres sujets comme la traduction automatique. Merci, bon travail.